Bon, bonjour et bienvenue dans cette journée dédiée au témoignage de nos diplômés. Nous accueillons aujourd'hui des diplômés du master finance et banque et assurance. Je les remercie de leur présence parce que ce sont des diplômés mais ce sont avant tout des professionnels. Donc ils ont des contraintes, des emplois du temps et du coup, merci encore. Ils vont se présenter leur cursus, leur parcours et également répondre à vos questions. Voilà. Donc notez-les vos questions, vous leur poserez après. Alors on va commencer par vous, Loubna. Donc vous êtes diplômée du master finance d'entreprise, parcours audit financier, 2012. Voilà. Et vous travaillez chez Norbert d'Entresangles. Voilà. Ok, on vous écoute. Je vais vous donner un micro. Bonjour, je suis Mejaï Loubna. Je suis diplômée du master finance d'entreprise supervisé par Madame Favergeon en 2012. J'ai suivi avant ça une licence gestion et économie appliquée, puis le master 1 finance et contrôle. Donc pendant mon cursus, j'ai fait 2 stages. Le premier chez Secafi Alpha, donc un cabinet d'expertise et de consulting économique en 2011 à Lyon. Puis en master 2, j'ai fait un stage chez Natixis, donc une banque d'investissement à Lyon, pendant 6 mois. Donc ensuite, à l'issue de mon stage, j'ai postulé en CDD chez Norbert d'Entresangles. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une entreprise du transport de plus de 4 milliards de chiffre d'affaires et d'à peu près 33 000 salariés. Donc j'ai commencé en CDD de 6 mois au sein du service consolidation. Donc de fil en aiguille, ils m'ont renouvelé 3 fois mon CDD. Puis enfin, j'ai obtenu le CDI depuis 6 mois. Donc, je suis dans le service consolidation. Je fais partie d'une équipe de 7 personnes et on s'occupe de récolter toute l'information financière de nos filiales. On a 250 sociétés dans le groupe qui remontent une information financière en normes IFRS. C'est mon métier à moi, avec mon équipe, c'est de s'assurer que les normes IFRS sont respectées, que l'information est homogène au niveau du groupe et on publie les informations financières dans le rapport annuel et dans les comptes annuels publiés chez l'AMF. Donc voilà. Merci beaucoup. Donc on reviendra vers vous pour que vous... Voilà. Merci Loubna. Mathieu Gonzalez, donc vous êtes animateur paye chez GRT Gaz. Vous êtes diplômé de la licence professionnelle en apprentissage, gestion des systèmes d'information de la paye, et vous avez obtenu votre diplôme en 2008. Tout à fait. Bonjour à tous. Donc animateur paye, le titre de l'emploi n'est pas vraiment parlant, c'est plus en termes de manager. Voilà, donc pour revenir sur mon parcours, j'ai eu un BTS comptabilité en 2005. Je suis rentré dans le monde professionnel et j'ai démissionné de mon CDI pour faire justement une licence en professionnel en alternance. Voilà, donc j'ai travaillé 4 ans en cabinet comptable. Donc pour ceux qui s'orientent plus vers la comptabilité ou plus vers la paye, vous aurez sûrement à rentrer dans ce type de structure. Et j'ai ensuite travaillé 3 ans et demi au sein de Cofeli, une filiale de GDF Suez. Voilà, donc depuis juin 2014, j'ai postulé un poste en interne de GDF Suez. Donc maintenant, je suis animateur de contrat de travail au sein de l'agence paye de GRT Gaz du coup. Et je gère un pôle de 8 personnes. Voilà, donc juste pour vous remettre à peu près une idée du travail, GDF Suez, c'est 155 000 personnes dans le monde, approximativement, on n'est pas à 5 000 près. Et le bilan, les comptes annuels ont été publiés dans la semaine dernière, c'est 75 milliards d'euros de chiffre d'affaires, environ. Voilà. Donc, en termes de travail de tous les jours, donc c'est gérer une équipe, c'est s'assurer que justement tout ce qui est lié à la paye, donc que ce soit les bulletins de paye, les relations avec les organismes sociaux, notamment l'URSSAF, les caisses de retraite, caisses de mutuelle et caisses de prévoyance, soient respectées. Alors pour vous donner un chiffre, actuellement, 80% des bulletins de paye qui sortent en France sont faux. Voilà, donc ça vous donne une image du travail qui est effectué dans notre branche. Voilà. Donc justement, la paye, c'est veiller à ce qu'on respecte les droits, que ce soit social ou fiscal, et c'est aussi veiller à ce qu'on respecte la convention collective. Voilà.
Juste peut-être une petite question. Quels sont les différents éléments variables de paye qui font partie intégrante de votre travail et qui font que justement une paye est juste, quoi? Il y a en fait tellement de directives, que ce soit liées à l'URSSAF, liées à la fiscalité ou liées à la convention collective, que je ne peux pas vous donner d'exemple en fait. C'est-à-dire qu'une fiche de paye, de mémoire, il y a 15 points rien que de présentation qui sont obligatoires. Donc déjà, sur les 80% qui sont fausses, il y en a une partie qui sont liées à ça. Et après, il y a tout le traitement des primes qui sont soumis à impôt, qui ne sont pas soumis à impôt. Même chose au niveau de tout ce qui est licenciement. Est-ce qu'on soumet à CSG dans certains cas, est-ce qu'on ne le soumet pas? Donc c'est vraiment des règles URSSAF qui ne sont pas figées. C'est là où le travail est intéressant, c'est que c'est en continuel renouvellement. En gros, à chaque mandat présidentiel, comme par exemple quand il y a eu François Hollande ou Nicolas Sarkozy avant, ils ont tous mis leurs nouvelles règles fiscales et sociales. Donc tout le traitement de la paye, en termes de fiscalité et de règles URSSAF, a changé. Après, là où c'est compliqué, c'est qu'il faut aussi respecter la convention collective, qui a encore d'autres règles. Voilà. C'est vaste. Alors peut-être que pour mieux comprendre justement ce métier, qui est un métier riche, mais finalement assez peu connu, je vais céder la parole à Willy Sartor, qui est étudiant en licence professionnelle gestion des systèmes d'information de la paye et qui va vous présenter de manière un peu ludique et agréable son métier. Merci. Donc, bonjour, Willy Sartor. Donc, je suis actuellement en licence professionnelle gestion d'information de la paye, licence qui a fait Mathieu. Et je tenais à vous projeter une vidéo destinée à promouvoir la licence paye, que l'on va aussi projeter le 10 mars au soir, lors de notre soirée de présentation de la licence au Salon des Symboles. Merci. Bonjour à tous et bienvenue à l'IA Lyon. Je me présente, je m'appelle Darine Joudy et je suis gestionnaire de scolarité de la licence gestion de la paye. Je suis là donc pour vous présenter cette licence professionnelle à laquelle vous êtes susceptible d'être candidat à la rentrée prochaine. Et donc je vais vous noter mes coordonnées et l'intitulé du diplôme pour que vous puissiez retirer les dossiers de candidature. Voilà. Donc cette licence professionnelle a pour but de vous former à devenir des spécialistes de la gestion comptable des rémunérations. Et donc il y a un certain nombre de matières qui vous seront enseignées, et notamment la mesure de la performance sociale. Mesure de la performance sociale. Alors derrière la mesure de la performance sociale, vous avez la gestion des coûts salariaux. On vous enseignera également la relation collective. Oui. La relation quoi? Relation collective? La relation collective, oui. Bonjour, je m'appelle Séverine. Bonjour Séverine. Voilà à peu près 8 ans que je suis accro au shopping.
Pas bien. Et ça fait 2 semaines que je n'ai rien acheté. Bien. Alors, les relations collectives dépendent de l'unité d'enseignement du droit social et on vous y enseigne la gestion des instances représentatives du personnel. Vous aurez également de la gestion sociale appliquée. Gestion sociale appliquée. Oui. Appliquez-vous. Très bien, Audrey. Alors, la gestion sociale appliquée fait partie des enseignements professionnels et on vous y apprend tout simplement à traiter la paye dans son ensemble. Alors, je vous remercie tous pour votre présence à cette journée. J'espère que mes explications vous auront donné quelques éclaircissements sur cette licence professionnelle. J'espère également vous compter l'année prochaine parmi les étudiants de l'IAE Lyon. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y aurait éventuellement déjà des candidats? Oui, moi. Oh, quel succès! Attention, les places sont chères. Hein. Le camping, c'est à vous. Non mais, stop, t'as dit que je tapais dans les mains quand je partais. Fallait attendre qu'elle... Bon, allez, c'est reparti. T'as rappuie et rappuie. Oui, je rappuie. Action. Non, attends, j'ai dit action et j'ai appuyé. Alors merci infiniment aux étudiants de la licence gestion des systèmes d'information de la paye. Merci parce que c'est un moyen très différent de découvrir ce métier qui est peu connu, parce que vous l'avez vu, donc il regroupe à la fois de la fiscalité, du droit social, de la relation avec les partenaires sociaux. Enfin, ce sont tous ces éléments variables qui font effectivement qu'au terme, on peut établir un bulletin de salaire. Donc merci beaucoup. Et puis je rappelle l'événement qui se déroulera le 10 mars prochain. Vous aurez des petits flyers à votre disposition si vous voulez aller plus loin dans la découverte de cette profession. Voilà. Merci Mathieu. Donc nous allons changer de métier, de paradigme, puisque nous arrivons dans le domaine de la banque et assurance. Ninon Matundu, vous êtes diplômé de la licence professionnelle banque assurance, qui est aussi une licence en alternance, promotion 2013, et vous êtes conseiller de clientèle aux particuliers au sein du groupe Crédit Agricole. Voilà, je vous laisse. Donc, bonjour à tous. Moi, j'ai été diplômée donc, en 2013 de la licence Pro Banque et Assurance que j'ai effectuée en alternance au Crédit Agricole Sud-Rhône-Alpes à l'agence de Saint-Priest. Pendant ma licence, donc, il m'a été confié plusieurs tâches, donc d'apprendre le métier de banquier tout simplement, donc toujours en relation avec la clientèle et progressivement de gérer, en fait, de passer du guichet à la gestion d'un portefeuille client, ce qui m'a permis tout de suite à l'issue de ma licence de bénéficier du poste de conseiller de clientèle particulier au Crédit Agricole 113 cette fois-ci, donc à l'agence de Westone. Donc mon métier au quotidien, c'est aujourd'hui on est sur une gestion collective de l'agence, à savoir qu'avant il y avait des postes d'attachés commerciaux qui s'occupaient essentiellement donc de la clientèle au tout venant, hein, du guichet et des opérations de back-office, donc des automates. Et aujourd'hui donc on est sur une gestion collective. C'est-à-dire que chacun peut passer à l'accueil, chacun peut passer dans les automates et chacun est responsable du courrier de l'agence, etc. Donc ça, c'est pour une première partie du métier. Dans une seconde partie, on doit recouvrir d'un point de vue commercial 4 domaines, à savoir l'épargne, les crédits, les services
et les assurances, de façon à pouvoir répondre aux objectifs qui sont eux aussi collectifs. Pour le Crédit Agricole, on n'a plus d'objectifs individuels, on n'est pas objectivé sur ce qu'on vend. Et je pense que c'est quelque chose de très important, surtout dans un métier commercial, où on peut avoir justement des personnes qui sont plus ou moins compétentes sur tel ou tel domaine, d'être sur une gestion collective. Donc avant ma licence, j'ai effectué un BTS Banque au LCL en alternance, au CFPB en parallèle. Donc de la même manière, la licence pro m'a permis d'approfondir les connaissances qui sont délivrées par le CFPB. Et d'un point de vue pratique, m'a permis justement de m'habituer au domaine bancaire. Très bien, merci pour ce premier tour d'horizon. On reviendra vers vous sur notamment des questions relatives à l'alternance, à l'apprentissage, à ce type de cursus différent de la filière initiale que vous avez suivi, Anthony. Donc Anthony Hassler est diplômé du master de finance, programme gestion de patrimoine, promotion 2012, et vous êtes aujourd'hui conseiller en patrimoine financier chez BNP Paribas. Tout est exact. Oh, wow. Bonjour à tous. Alors déjà, je suis ravi d'être ici puisque je me rappelle de quelques années avant où j'étais assis à peu près à vos places respectives. Donc je suis très content qu'on m'ait effectivement convié à cette réunion, et je suis content d'être devant vous puisque je trouve que les interventions professionnelles, même si on est effectivement, on n'a pas plus de 50 ans tous respectivement, mais on a effectivement un petit peu d'expérience, et ces quelques expériences, on voulait effectivement les mettre à profit, et c'est pour ça qu'on est devant vous aujourd'hui. Pour expliquer mon parcours un petit peu, alors j'ai entendu tout à l'heure qu'il y avait pas mal de gens en licence, donc je vais peut-être reprendre depuis le tout départ. Alors moi je suis rentré à l'université Lyon 3 en double licence. J'ai fait une licence éco-gestion plus une licence LEA, donc ce qui fait qu'à l'époque il y avait majeur mineur, j'avais pas du tout de mineur puisque j'avais un emploi du temps effectivement qui était assez costaud de suivre effectivement une double licence, et c'est pour ça qu'en deuxième année je me suis orienté vers licence sciences de gestion, et je conseille effectivement cette licence-là. Alors il n'y a pas de publicité particulière, mais c'est une licence qui est vraiment très très intéressante, qui vous permet d'avoir quand même des langues en plus, puisque j'avais gardé la LEA et l'italien puisque je suis de nationalité franco-italienne, donc j'ai essayé de coupler les deux, ce qui n'était pas possible si on prenait uniquement la licence éco-gestion, et c'est pour ça que j'avais fait une double licence à l'époque. Donc après, ce que je vous disais à l'instant, sciences de gestion en année 2 et en année 3, donc pour information, il y a des concours et il y a des stages. Donc le stage que j'ai effectué en fin de deuxième année de licence, je l'ai fait dans l'immobilier chez Laforêt dans le 8e à Lyon. Ça m'a permis effectivement de voir une partie de la gestion de patrimoine plus partie immobilière. Et en licence 3, j'ai effectué un stage chez BNP Paribas pour voir le côté plutôt financier. Donc voilà, le fait de prendre un peu d'immobilier, un peu de financier, finalement ça regroupe un petit peu la gestion de patrimoine, même si derrière il y a eu tout ce qui est aspect fiscal, où il aurait fallu peut-être pour bien faire aussi un petit séjour chez un notaire ou un avocat. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai complété donc ma licence. Diplômé de licence sciences de gestion, j'ai donc basculé sur le master banque et bourse, puis gestion de patrimoine. Là aussi avec des stages obligatoires en fin d'année que j'ai également effectué chez BNP Paribas. Alors vous allez vous dire BNP Paribas effectivement beaucoup de fois, parce que le premier stage que j'avais effectué chez eux s'est très bien passé. J'avais effectivement une très bonne ambiance, à la fois une bonne ambiance de travail, un bon environnement. Et j'ai trouvé qu'ils étaient assez proches, en tout cas des diplômés ou des jeunes étudiants qui effectivement étaient plutôt volontaires. Ils avaient vraiment une politique de soutien. Vous avez BNP Paribas la chance effectivement d'accompagner ces étudiants. Ce que je veux dire par là, c'est que après ça dépend effectivement de là où vous êtes, mais de manière générale et dans l'ensemble, vous êtes quand même accompagné. On ne vous laisse pas effectivement faire connaissance avec Nespresso et Xerox. Donc vous êtes vraiment, il y a un accompagnement qui est vraiment très poussé. Et donc j'ai été diplômé du master gestion de patrimoine, et j'occupe donc depuis 2 ans le poste de conseiller en patrimoine financier. Donc je suis à l'agence de Vuitton dans le 6e, donc je m'occupe de la clientèle privée de ce secteur-là. Pour information, mon stage puisqu'on a pas mal parlé de stage aussi précédemment, mon stage de fin d'année qui est donc de 6 mois, je l'ai fait toujours chez BNP Paribas dans l'agence de Grenette dans le 2e.
Et donc à la fin de mes 6 mois, ils m'ont proposé effectivement un poste dans le 6e, ce que j'ai accepté puisqu'effectivement c'était une très belle opportunité qui s'offrait à un jeune diplômé issu du master gestion de patrimoine. Pour vous expliquer un petit peu mon activité au quotidien, ça va être de la gestion d'opérations courantes pour les clients. Ça va être également du service, on va dire, en termes de placement, de conseil, donc plutôt de l'épargne financière avec un peu de gestion d'actifs, gestion de contrats assurance vie, gestion de PEA, une partie immobilier pour tout ce qui est crédit immobilier et puis un petit peu d'optimisation fiscale. Alors quand je dis un petit peu, c'est plus mes collègues de la banque privée qui s'occupent vraiment de l'aspect optimisation fiscale, mais on va pouvoir faire effectivement des choses sympas déjà par l'intermédiaire de l'agence. Voilà pour faire un petit tour. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour rebondir sur ce qui a été dit à l'instant, effectivement, il n'y a plus d'objectifs, mais de manière générale, dans l'ensemble des banques, il y a une politique effectivement qui était avant, on ne faisait pas les choses, en tout cas, pas comme on le voudrait, c'est-à-dire que les personnes étaient plus commissionnées, donc ils avaient un peu de pression, ils voulaient faire des objectifs collectifs, se montrer effectivement plutôt performants. Maintenant, c'est tout en collectif aussi chez BNP Paribas. Voilà, j'anticipe éventuellement la question. Donc c'est objectif collectif, ce qui nous laisse une marge de manœuvre quand même assez large, puisqu'on est vraiment une équipe. Moi, je suis effectivement avec une agence, on est 5 personnes, parce que c'est pas effectivement une grosse exploitation, mais on a pas mal effectivement de collaborateurs qui sont sur des segments bien particuliers. Donc pour vous donner un petit peu le détail de l'agence, vous avez un responsable d'agence, vous avez une personne qui s'occupe de toute la clientèle privée, un conseiller clientèle, une personne qui est à l'accueil, une personne qui est dédiée aux professionnels artisans, commerçants, et une personne qui est dédiée pour notre secteur dans le 6e à tout ce qui est profession libérale, donc qui gère tout ce qui est, on va dire, ophtalmo, podologue, etc. Que vous dire d'autre? Je pense avoir fait à peu près le tour. Et puis je suis à disposition pour toute question complémentaire en fin de témoignage. Merci. Merci beaucoup, Anthony. Émilie, donc on change à nouveau de profession. Donc toujours sur le master finance, vous avez une spécialité en contrôle de gestion. Vous êtes diplômée de 2012. Émilie Cochard, vous êtes contrôleur de gestion chez AK Technologies. Voilà. Bonjour à tous. Donc, comme ça vient d'être dit, moi je suis diplômée du master finance contrôle de gestion, donc, qui est du coup destiné à un métier quand même assez précis dès le diplôme, qui est contrôleur de gestion. Donc, pour revenir sur mon parcours rapidement, j'ai un DUT gestion des entreprises et des administrations. Ensuite, je suis partie 1 an en Écosse pour avoir un bachelor en business management, mais l'idée c'était surtout d'améliorer mon anglais. Et suite à ça, j'ai fait un Master 1 à l'IAE d'Aix-en-Provence, en anglais toujours, et j'ai fini par le Master 2 à l'IAE de Lyon. Donc 5 ans d'études et 4 universités différentes. Mais c'était très intéressant, du coup. Donc grâce au Master Contrôle de gestion à l'IAE, j'ai fait un stage en fait, chez Merial, qui est la division santé animale du groupe Sanofi, donc dans le pharmaceutique. Et en fait, je suis restée 2 ans chez Merial et j'ai occupé 3 postes différents. 2 postes de contrôleur de gestion, donc à la fois du contrôle de gestion achat monde, donc où je m'occupais des budgets et des estimés pour tous nos sites industriels dans le monde. Donc là encore, il y avait beaucoup d'anglais, donc ça m'a bien servi d'être partie. J'ai également été contrôleur de gestion supply chain, monde aussi, donc là sur des thématiques très différentes, mais toujours du reporting, du budget, ce genre d'activité. Et j'ai été analyste achat. Donc là, c'était un peu une parenthèse dans le controlling, mais je m'occupais d'une petite équipe de 10 personnes et je faisais du suivi de performance financière, de l'alignement de process, donc c'était très varié en fait. Et suite à ces 2 ans chez Merial, où je ne pouvais pas être embauchée, parce qu'il n'y a pas d'embauche en ce moment chez Sanofi, j'ai rejoint le groupe AK Technologies, où je suis contrôleur de gestion frais fixes, fonction support. Donc AK Technologies, c'est une société d'ingénierie, donc c'est notre matière première, entre guillemets, c'est des consultants, des ingénieurs essentiellement. Et moi, je m'occupe de tout ce qui est contrôle de gestion pour la force commerciale, les fonctions support et le parc immobilier de la France. Donc au quotidien, mes missions, c'est essentiellement du reporting pour tous les services dont je m'occupe. J'ai une 15aine de services à peu près.
Donc en fait, j'aide les managers opérationnels à comprendre leurs résultats financiers, parce que c'est des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de traiter des données comptables ou financières. Et j'assiste aussi la direction financière sur des besoins plus techniques ou plus précis qu'elle peut avoir. J'ai aussi beaucoup d'activités sur tout ce qui est budget et estimé. Et pas mal de petites missions plus ponctuelles ou d'analyses plus transverses en fonction des besoins qu'on peut avoir. Donc c'est assez varié. Moi, c'est vrai que c'est ce qui m'a toujours beaucoup plu dans ce domaine-là. Donc voilà. Très bien, merci beaucoup Émilie. On reviendra vous aussi sur le détail de vos missions. Donc nous changeons à nouveau de métier pour revenir sur la banque. Arnaud Delahaye, vous êtes conseiller en gestion de patrimoine également, mais dans une autre banque qui est la Société Générale. Et vous êtes diplômé du même master, banque et patrimoine. Il s'appelait différemment en 2009. Voilà. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors oui, ça va notre nom, mais c'est exactement la même chose. C'était dans le cadre du club, donc du Centre lyonnais universitaire de banque et bourse. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Nous, à une époque, quand on faisait en licence, on avait un énorme commercial du club qui s'appelait Bernard Bois, qui était le président, le directeur du club. Donc c'est vrai qu'il a muté beaucoup de monde à partir de la deuxième année en économie. Donc moi, pour mon parcours, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une licence économie-gestion. Ensuite, Master 1, Master 2 en finance. Les stages, en Master 1, j'ai fait un stage au Crédit Lyonnais de Saint-Étienne, où j'ai suivi la banque privée à ce moment-là, ce qui m'a permis de me rendre compte déjà la vie d'une banque, la vie d'un conseiller en patrimoine financier, et puis simplement la vie déjà dans une entreprise, dans une grosse entreprise. Ensuite, en Master 2, j'ai fait mon stage dans une banque qui s'appelle la Banque Martin Morel, qui n'est pas forcément une banque très connue, parce que c'est une banque qui est familiale. Il y a une antenne sur Lyon, et sinon c'est sur Paris ou Marseille. Ce n'est pas une grosse banque. Hyper intéressante, parce que c'était un stage où vous avez une entreprise qui est familiale, où il y a des personnes qui viennent avec leur fonds de commerce, où il n'y a pas du tout la vocation qu'ont les grosses entreprises financières, comme BNP, Société Générale ou LCL. Donc c'est vrai que là, pour le coup, c'était un stage qui était très intéressant, avec une vision différente du client, parce que c'était des clients qui étaient connus depuis déjà un bon paquet de temps par ses conseillers, qui ne bougeaient pas beaucoup. Et voilà, j'ai fini mon stage, mais sans être recruté, c'était déjà les conditions du stage, parce que pour Banque Martin Morel, en fait, on ne se fait pas recruter. On vient avec un fonds de commerce, donc une clientèle, et ensuite on travaille avec eux. Mais ça fonctionne de cette façon-là. Donc peut-être plus tard, à voir. Pour ma part, donc du coup, je suis à la Société Générale en conseiller en gestion patrimoine. C'est un poste que j'occupe depuis que j'ai eu mon master en 2009. Donc ça date un peu en fait. Je me croyais encore tout jeune, mais finalement, j'entendais 2012 et 2013. Ça me remet un peu à ma place. Donc, conseiller en gestion patrimoine, c'est quoi? En fait, je m'occupe de 6 agences. Dans ces 6 agences, j'interviens quand? En fait, mon premier fonds de commerce, pour moi, ce sont les conseillers. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse en sorte que les conseillers m'appellent quand ils ont des problématiques pour leurs clients. Ça, c'est la plus grosse difficulté. Vous imaginez, on arrive en 2009, moi j'avais 22 ans, les conseillers peut-être 40, 50, 60 ans. La plus grosse difficulté, elle était là. C'était légitimer le fait qu'on soit cadre, que le soit pas, et qu'on soit là pour apporter de la valeur ajoutée qu'eux ne pourraient pas apporter. Donc là, c'était la première difficulté. Après, avec les clients, c'est pas si dur que ça. Le jeune âge porte pas vraiment atteinte, en fait. Les clients sont assez ouverts là-dessus, et il n'y a aucun problème sur ce sujet. Donc, à quoi ça ressemble finalement une journée en gestion de patrimoine? On a un emploi du temps avec des rendez-vous dans une agence, une autre, voir chez le client, voir dans l'entreprise si c'est un chef d'entreprise, et on intervient sur des problématiques patrimoniales. Alors qu'est-ce que c'est une problématique patrimoniale? Ça peut être tout. Ça peut être le monsieur qui veut donner tout son argent à la femme de ménage et pas à sa femme. Ça peut être une personne qui a 300 000 € mais qui veut faire une gestion d'actifs mais qui ne sait pas comment allouer ses actifs. Ça peut être un chef d'entreprise qui pense à donner à ses enfants son entreprise et qui veut savoir un peu l'ingénierie qu'on peut faire derrière. Donc, est-ce qu'on crée une société? Est-ce qu'on fait de l'endettement? Enfin, c'est hyper riche, hyper varié. C'est un métier qui bouge tous les 6 mois avec les lois de finances et les lois de finances rectificatives.
Donc c'est un métier qui est assez génial pour ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ennui, il n'y a pas de routine. Tout ce qu'on fait bouge constamment. Toutes les lois bougent. Il faut à chaque fois réfléchir un peu différemment pour essayer de contourner d'une façon ou d'une autre les problématiques qui se présentent. Et ça, c'est assez génial. L'avantage que j'ai eu avec l'IAE, pour ça d'ailleurs, c'est que l'IAE fait pas non plus que de la technique. Il y a aussi du commercial. Et c'est peut-être ça que Bernard Bois, l'ancien président du club, avait bien compris. C'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas juste être technicien, il faut savoir vendre sa technique. Et ça, c'était la plus grosse difficulté. Et je pense que dans ce sens-là, les stages sont une plus-value géniale. Et si jamais il peut y avoir des diplômes universitaires de technique de communication, de négociation, ça peut être génial. Dans le cadre de mon travail, à côté, je donne aussi des cours à l'université, des cours de macroéconomie et des cours de méthodologie et des cours de module d'orientation. D'ailleurs, j'ai reconnu un ou deux de mes étudiants ici. Et c'est ce que j'essaye d'apporter le plus, de par ma vocation de professionnel. C'est-à-dire expliquer qu'aujourd'hui, il y a le diplôme, il y a les compétences, mais si vous êtes incapable de les vendre ou incapable de montrer ce que vous savez faire, ça ne vous sert à rien. Donc ça, c'est le point essentiel. Et le point essentiel se développe par une chose, un, votre qualité à pouvoir vendre, et deux, le réseau que vous pourrez apporter. C'est l'université d'ailleurs qui développe ça, le réseau, de manière importante. Vous le connaissez par le biais des réseaux sociaux type Facebook, etc. Il y a Viadeo, il y a LinkedIn, etc. Mais le premier réseau, c'est quand même le réseau direct, c'est-à-dire les personnes qu'on connaît et le fait de venir. Et c'est pour ça que je viens aujourd'hui présenter à l'université ça, c'est que c'est essentiel. Aujourd'hui, c'est essentiel que tout l'IAE soit un réseau pour s'aider les uns les autres. Donc moi, sur mon métier, j'ai aucun problème à recevoir des demandes de stage, etc. J'essaie de faire mon maximum pour aider tous les étudiants de l'IAE pour ça. Avec mes moindres moyens, hein, bien sûr. Hein. Je ne suis pas le PDG de Société Générale ou d'ailleurs, mais dans tous les cas, j'essaie de porter une pierre sur ce sujet-là, et je pense que c'est assez essentiel. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Merci Arnaud. Alors, y a-t-il des premières questions dans la salle? Oui. Rebonjour. Lesquels d'entre vous sont amenés à être mobiles dans leur emploi? C'est-à-dire, amené, on a une clause de mobilité dans notre contrat? Non, plutôt se déplacer. Non, plutôt se déplacer pour le travail. Au quotidien? Au quotidien, voilà. Alors, tout dépend du degré de mobilité aussi. Est-ce que c'est mobile sur la région Rhône-Alpes? Est-ce que c'est mobile en France, dans le monde? Pour ma part, par exemple, je suis mobile sur Lyon. Donc, je peux être amenée à me déplacer chez les clients. Je peux être amenée à travailler sur une autre agence pour une journée, pour un rendez-vous, pour 2 ou 3 clients. Voilà. Oui, alors concernant la mobilité, aujourd'hui, on va dire ma principale activité, c'est plutôt rester effectivement au bureau. Après, on est amené, mais je pense comme mes confrères là, du LCL et la Société Générale, enfin Crédit Agricole et Société Générale, qu'on est amené à se déplacer pour certains clients. Donc certains clients, c'est des personnes qui ne sont pas forcément aptes à se déplacer, ou des clients qui ne veulent pas se déplacer aussi, parce qu'on a des clients particuliers qui veulent qu'on vienne les voir. Voilà. On a une petite récompense à l'arrivée, on a un petit café ou quelque chose qui est servi, donc il y a une petite compensation qui est faite, mais on est effectivement amené à se déplacer. Enfin, moi, je suis amené à me déplacer surtout sur mon secteur. Bien que j'ai des clients sur Marseille, sur Paris ou sur Bordeaux, je ne vais pas effectivement me déplacer, prendre une journée de mon temps de travail pour aller sur ces régions-là. Donc c'est unique, enfin, en ce qui me concerne en tout cas, c'est uniquement sur le 6e Grand Lyon, on va dire. Voilà. Une mobilité, somme toute, raisonnable. Sur le contrôle de gestion et l'audit financier. Je me permets, Anne-Sophie, de compléter ta question dans le cadre général. Il faut que tu sois mobile. Il faut que tu sois mobile et il faut que tu multiplies les expériences. On est dans un monde qui bouge. Il ne faut pas que tu restes sclérosé à rester 5 ans dans la même boîte, à te dire je bosse que sur Rhône-Alpes, je ne vais pas dans l'Isère, je ne vais pas en Savoie, je ne monte pas sur Paris. Il faut au niveau de ta carrière que tu sois mobile. Mobile et flexible. Oui, merci. C'était plutôt dans le cadre du travail, mais aussi je suis d'accord avec ça. Sur le contrôle de gestion et l'audit financier? Moi, en contrôle de gestion, ça va être ponctuel. Enfin, je ne me déplace pas toutes les semaines, mais j'ai été amenée à aller à Toulouse, à Nantes, à Paris.
c'est ponctuel, mais à partir du moment où on est dans une société où tu as plusieurs antennes, d'une taille quand même relativement importante, oui, ça arrive en contrôle de gestion qu'on se déplace. Chez Merial, moi je ne l'avais pas fait, mais j'avais beaucoup de collègues qui allaient aux États-Unis, au Brésil, en Chine. Enfin, ça peut nous amener, en tout cas en controlling, je sais, assez loin, hein, en fonction du périmètre qu'on couvre. C'est assez courant, oui. Ok, merci. Une autre question? N'ayez pas peur. Hein. Ouais. Profitez de cette opportunité qui vous est donnée pour mieux comprendre les métiers, mieux comprendre... Là, vous êtes à une phase d'orientation importante dans votre choix de cursus, dans votre choix de métier futur. Donc, profitez de cette belle opportunité. En attendant, moi, j'ai des questions concernant le savoir-être, qui, à mon sens, fait partie intégrante de la réussite professionnelle, c'est certain. Mais au-delà de ça, quand on est dans une phase d'interrogation et de questionnement sur son métier futur, quels sont les savoir-être que l'on doit avoir ou ressentir pour savoir qu'on sera un bon conseiller en gestion de patrimoine ou un bon animateur paye ou un bon auditeur financier? Est-ce que... Moi, dans le savoir-être, ce que j'ai présenté souvent dans mes cours de méthodologie notamment, je leur fais faire aussi ce qu'on appelle un test d'entretien d'embauche, qui est le test où ils sont dans un groupe et ils doivent défendre chacun un personnage. Et là, pour moi, il y a trois types d'individus qui ressortent. Il y a le commercial, l'analyste ou le manager. Et je pense que c'est pas facile de savoir au fond de soi sur quelle appétence on va plutôt aller, sur plutôt commercial, plutôt analyste, etc. Et à mon avis, il n'y a que dans les cas où on est confronté à quelque chose, donc cette situation-là notamment, la situation de stage, où on va se rendre compte, qu'est-ce qu'on préfère? Est-ce qu'on préfère faire une technicité pour un client, c'est-à-dire un gros travail d'études, etc. Ou est-ce qu'on préfère lui vendre quelque chose? Est-ce qu'on préfère dire à quelqu'un, essayer de faire en sorte que lui plus lui vont faire une belle cohésion, un bel esprit d'équipe? Ou est-ce que finalement on préfère être la personne qui va réussir le deal? Et je pense que c'est quand on est confronté finalement à ces situations-là qu'on arrive à deviner, parce qu'intrinsèquement on ne sait pas trop finalement notre qualité première. C'est vrai. Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Après, moi, c'est bien spécifique à mon métier, hein, mais moi, ce qui me plaît du coup dans le contrôle de gestion, c'est vrai, c'est que c'est à la fois j'ai des temps en fait où je travaille seule face à mon ordinateur, face à mes tableaux Excel et je travaille toute seule. Et j'ai d'autres moments où j'ai beaucoup de contacts avec les managers opérationnels. Et en fait, ce qui pour moi est important quand on est contrôleur de gestion, c'est justement, on a souvent affaire à des collaborateurs qui ne sont pas du tout familiers du monde de la finance, de la compta et ce genre de choses quand même qui sont assez techniques et qui ne sont pas toujours très faciles à appréhender. Et je pense qu'un bon contrôleur de gestion, justement, c'est quelqu'un qui sait s'adapter, qui sait adapter son discours à son interlocuteur. Et je pense que c'est le cas dans tous nos métiers, en fait. Parce que nous, on sait ce dont on parle, on le traite au quotidien, mais il faut savoir... véhiculer justement ces connaissances, ces spécificités ou cette technicité justement, parce que les gens qu'on a en face, eux, sont très calés dans leur domaine et on a aussi besoin d'eux pour mieux comprendre ce qu'on fait. Enfin, moi, je fais le contrôle de gestion informatique, je ne suis pas du tout une experte en informatique, mais si je veux donner un peu de sens à ce que je fais au quotidien, j'ai besoin que le manager, le CIO, il m'explique, un onduleur, je sais pas, dans une salle serveur, c'est ça, c'est un échange et je pense que justement c'est ce qui est important et intéressant dans les métiers qu'on a où on est en contact avec des gens qui ne font pas la même chose que nous au quotidien. Ok. Je profite de cette parenthèse sur le savoir-être pour vous rappeler que vous avez la possibilité de passer le test Talent Today en vous connectant sur l'INKIAE Lyon. C'est un très bel outil que certains connaissent peut-être déjà, mais en tout cas, si vous nous adressez un message à IAE
ECA pour emploi carrière alternance @univ-lyon3.fr. Nous pourrons vous envoyer le lien pour avoir le book complet qui vous permet de mieux vous connaître, de mieux comprendre à la fois votre trait de personnalité et à la fois vos grands champs de motivation. On en revient à ce que vous disiez tout à l'heure, Arnaud. Est-ce que vous êtes plutôt leader? Est-ce que vous êtes communicant? Voilà. Donc n'hésitez pas. Hein, il y a un nombre important d'outils qui vous sont proposés. Donc utilisez-les. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Oui, Darine. Alors ma question est pour Mathieu, que je connais un petit peu déjà puisque je suis en alternance dans son entreprise. Je voulais savoir si, selon toi, le passage en cabinet est incontournable, cabinet comptable, avant de pouvoir appréhender des postes en entreprise, si ça a été une force pour toi et si, à l'issue de mon alternance, tu me conseilles d'avoir une mission en intérim, puisque ma finalité, de toute façon, c'est de travailler en entreprise. Mais bon, est-ce que, selon toi, c'est un passage obligé? Alors pour moi, le cabinet comptable, c'est une étape obligatoire. Ça dépend ce que tu veux faire, en fait. Il y a beaucoup de gens qui rentrent dans des grands groupes et restent à un poste toute leur vie. Toi, si tu veux pouvoir évoluer, si tu veux vouloir être très opérationnel dans ton métier et très pointu, il faut que tu passes par le cabinet comptable. Alors après, on ne va pas se le cacher, hein. Le cabinet comptable, ça ne vend pas du rêve. Tu es mal payé, tu fais des horaires de fou, clairement, hein, je te le dis. Hein. J'en ai fait 4 ans, voilà. Par contre, après, si on compare avec mes anciens collègues de promo, j'ai évolué et j'ai une rémunération qui est nettement supérieure à eux parce que j'ai acquis la technicité. Technicité, c'est ce qui va faire la différence entre toi et les autres. En paye, il y a besoin de compétences et besoin de beaucoup de compétences. Et on arrive à des échéances où il va manquer beaucoup de monde. Donc après, ta différence, elle peut se faire là-dessus. Moi, pour te dire, quand j'ai quitté le cabinet comptable, chez GDF Suez, j'ai été recruté en 1 jour. J'ai passé mon entretien à 18h, lundi matin, j'avais un mail, on me prenait. On me demandait à négocier ma période de préavis, pour que je commence le lendemain. Voilà. Donc après, c'est un pari sur l'avenir. En cabinet comptable, tu as certainement de travail, mais tu es sur plusieurs conventions collectives différentes, généralement une 20aine, et tu travailles souvent directement avec le gérant ou le chef d'entreprise. Tu n'as pas cet aspect contact avec le salarié, tu l'as très peu. Donc après, tu as des contacts qui sont très intéressants. Ensuite, le problème de l'entreprise, c'est que tu vas être mis dans un service. Et ton service, il va suivre les process. C'est-à-dire qu'en gros, c'est carré. Tu ne peux pas déborder. Donc moi, je te conseille vivement de passer par le cabinet comptable. Après, l'entreprise, ça a aussi des mots côtés. Certes, tes horaires sont moindres, je le conçois, et tu es aussi mieux payé quand tu commences. Parce que l'aspect salarial, c'est quand même une importance significative. On ne travaille pas tous que pour le plaisir, on a besoin d'avoir un niveau de vie correct. Voilà, je ne sais pas si je réponds à ta question. Si, et à partir de combien de temps on se sent à l'aise en cabinet comptable? Moi, c'est un environnement qui me... En sortant de licence, bon, j'avais déjà une expérience professionnelle avant au cabinet comptable d'1 an. En gros, je pense qu'il faut rester au moins 3 ans. Tu restes au moins 3 ans, tu vas toucher quoi? Tu vas toucher les 1800 bruts sur peut-être 12 ou 13 mois. Ça ne vend pas du rêve, hein, on est clair. Hein. En sortant de licence, si tu travailles dans une structure, tu vas toucher peut-être 2000, dans une structure type grand groupe. Voilà, mais après, voilà. Après, moi, ça fait bien longtemps que je ne suis plus à 1800 bruts, donc après, voilà, c'est toi qui vois, et puis après, tu as accès peut-être à d'autres postes en étant pointu techniquement. Voilà, ce que j'aimerais, si vous en êtes d'accord, c'est que vous nous expliquiez peut-être les 2 chemins d'évolution de carrière, parce qu'on n'évolue pas du tout de la même façon en cabinet qu'en entreprise. En cabinet, on peut aussi avoir une responsabilité qui devient commerciale sur la gestion d'un portefeuille client. Non, pas sur un portefeuille client, parce qu'en fait, concrètement, c'est l'expert comptable qui va gérer son portefeuille. D'accord. Donc nous, on est là pour apporter un travail certes de qualité, mais aussi pour répondre à certaines problématiques, directement avec le gérant ou le chef d'entreprise. Donc comment on évolue en cabinet? On évolue, déjà, faut être mobile, il faut être flexible. C'est-à-dire que rester 5 ans dans un cabinet comptable, il n'y a aucun intérêt. C'est-à-dire qu'il faut en changer, il faut voir d'autres expériences, les multiplier. Il faut être à l'affût des bonnes opportunités de l'emploi. Voilà, moi, je suis resté 2 ans dans un cabinet comptable. Ensuite, je suis resté 2 ans dans un autre pour faire autre chose. Parce qu'il y a des cabinets qui sont plus sur, comment ça s'appelle, des métiers comme de l'automobile, de la pharmaceutique, et d'autres qui sont plus sur du médical.
C'est un exemple que je te donne, par exemple. Mais voilà. Et en cabinet comptable, tu seras vite à un niveau de salaire où tu ne pourras plus évoluer. Et au niveau des postes, après, tu seras sur des postes de responsable. Donc des postes qui sont compliqués à prendre quand tu as 5-6 ans de plus qu'un étudiant normal de l'IAE. Mais après, je pense que ça, c'est pour tout le monde. On arrive dans un métier où on est assez jeune. Moi, j'avais 21 ans. Donc c'est un peu compliqué à 21 ans d'expliquer aux gens comment il faut leur expliquer que ce qu'ils font, c'est plus à jour et qu'il y a d'autres méthodes de travail. Voilà. C'est vrai, c'est compliqué. De toute façon, après, en cabinet comptable, quand vous avez un contrôle URSSAF et que le gestionnaire qui s'occupe du dossier n'a pas fait le nécessaire et que le gérant vous appelle et qui dit qu'il y a 40 000 € à payer, voilà, d'à côté, faut le justifier, quoi. Et quand vous avez 40 000 € d'URSSAF à payer d'un coup parce que vous êtes fait redresser, le justifier, c'est compliqué. Ce sont des postes lourds de responsabilité, en effet. Hein. Je crois que quelle que soit la filière que vous occupez, vous avez déjà, en étant fraîchement diplômé, des responsabilités importantes qu'il faut savoir assumer, c'est vrai. Donc voilà, il faut être assez pointu sur les postes. Merci Mathieu. Une autre question ? Oui. Moi, ça serait pour savoir, en fait, si on aime beaucoup l'analyse, les comptes de résultats, les bilans, quelle option du Master Finance vous nous conseillez ? Est-ce que vous pouvez répéter la question en parlant bien dans le micro parce qu'on n'a pas bien entendu ? Alors, en fait, ça serait pour savoir si on est intéressé par les analyses au niveau du compte de résultats, de la trésorerie, du bilan, etc. Quel master précisément vous nous conseillez ? Je ne sais pas s'il existe encore, mais c'est plutôt le Master 1 Finance et Contrôle. Puis Master 2, soit Contrôle de gestion, soit Finance d'entreprise. Mais plutôt Finance d'entreprise. Je pense plus Finance d'entreprise plutôt. Parce que moi, je ne traite pas énormément le compte de résultat. Enfin, je m'occupe de certaines lignes de PNL, certaines lignes du compte de résultat, mais je ne le vois pas dans son ensemble. Ouais, ça dépend du poste. Après, nous, je pense que c'est plus en conso. Ouais, plutôt en finance d'entreprise et en consolidation ou en audit financier. Là où on a une vue globale des états financiers d'entreprise. Bonjour. Donc moi, ma question, elle porte donc sur le master entreprise ou contrôle de gestion. Je voulais savoir donc, si le master contrôle de gestion, est-ce qu'il n'est pas un peu trop justement ciblé ? Est-ce qu'il ne ferme pas un petit peu des portes, contrairement aux finances d'entreprise, qui au contraire, je pense, m'a l'air plus généraliste ou ouvre plus de portes ? Et quelles sont les perspectives d'évolution ? Alors, moi, je savais que je voulais être contrôleur de gestion. Donc, c'est vrai que c'est assez précis. Après, être contrôleur de gestion, ça paraît assez fermé comme ça parce que c'est un poste en particulier. Mais d'une entreprise à l'autre et même d'un service à un autre dans une même entreprise, tu peux avoir des missions complètement différentes. Donc, je trouve pas que ce soit un master qui te ferme au niveau de la suite de ta carrière. Après, en effet, en général, tu deviens contrôleur de gestion. C'est sûr que tu fais pas, c'est pas hyper varié tout de suite en sortie d'études, mais c'est pas un métier, je trouve, qui est fermé. Donc, si c'est ça qui t'ennuie, non, je pense pas que ce soit un problème. Après, au niveau de l'embauche, etc. Nous, dans notre promo, je crois qu'on était une vingtaine. On a tous un travail et tous en CDI, presque. Et c'était 2012, hein. Donc tu vois, c'est assez... En fait, l'énorme avantage, c'est que des contrôleurs de gestion, on a dans tous les domaines, dans la banque, dans l'industriel, dans le commercial, dans les assurances, dans l'ingénierie. Du coup, ça t'ouvre énormément de domaines et énormément de métiers, de postes de contrôleurs différents. Donc je trouve pas que ce soit fermé, mais c'est sûr que si c'est pas le contrôle de gestion qui t'intéresse, ça risque d'être un peu compliqué quand même. Alors moi, je savais pas que je voulais être consolideur quand j'ai fait la finance d'entreprise. Donc c'est vrai que la finance d'entreprise, tu as une multitude de métiers. Je crois, nous, on était 20 en promo et je crois aucun ne fait le même métier que l'autre. Tu peux être dans l'audit, tu peux être dans l'analyse financière, tu peux être dans la consolidation, dans le reporting, tu peux être dans la banque. Pas forcément besoin de faire banque et bourse pour faire de la banque. Tu as une multitude de métiers que c'est vrai qu'il y a peu de masters qui offrent cette possibilité-là. Donc en faisant finance d'entreprise, tu es pratiquement sûr d'avoir un métier dans la finance. 99% de chance. Et du coup, parmi les autres qui ont fait aussi finance d'entreprise, quels sont leurs métiers maintenant ?
J'ai pas entendu la question. Les autres qui ont fait finance d'entreprise, quels sont leurs métiers maintenant? Il y en a en audit interne, il y en a en audit financier, certains sont en banque d'investissement, certains sont en finance d'entreprise à l'étranger, certains sont en fusion-acquisition. Je n'ai pas l'exhaustivité des métiers en tête, mais tu en as dans tous les services. Est-ce que vous faites tous la différence entre audit interne et audit financier, par exemple? C'est pas une question piège, hein, c'est juste pour savoir si je la pose à Loubna ou pas. Non, hein. Vous pouvez nous expliquer la différence? L'audit interne est un service à l'intérieur d'une entreprise qui contrôle uniquement les process de l'entreprise. Ça va être le process financier, le process opérationnel, tout type de process dans l'entreprise. Alors que l'audit externe, l'audit financier, on va être en cabinet d'expertise comptable, de commissariat aux comptes, et l'auditeur financier vient contrôler la bonne application des normes comptables dans l'entreprise. Donc en audit financier, on est plus orienté vers la finance, et là on vient en tant que commissaire aux comptes contrôler ce que l'autre fait, tandis que dans l'audit interne, on est plus dans la proposition de process, dans le contrôle et la proposition de process à l'intérieur de l'entreprise. Donc c'est moins financier que l'audit financier, mais chacun a ses avantages et ses inconvénients. Avez-vous d'autres questions? Bon, moi j'en ai une. On a des alternants parmi nous. Quels sont les avantages et les inconvénients des formations en alternance? Ninon? Moi j'ai fait 3 ans d'alternance, donc j'ai souffert. L'alternance, c'est... alors ce qui est bien dans l'alternance, c'est de pouvoir mettre en pratique. Alors c'est pas toujours le cas. Ce sera pas toujours le cas seulement parce que l'entreprise n'a pas spécialement... n'a pas la volonté. Des fois c'est de la volonté. Des fois c'est des moyens de pouvoir mettre une personne, un tuteur, qui sera réellement tuteur, qui vous accompagnera, qui vous suivra et qui permettra de mettre en face de ce que vous apprenez à l'école en entreprise des actions qui correspondent. Et à côté de ça, l'alternance, ça demande beaucoup de travail. Moi, ce qui m'avait le plus marqué en BTS, c'est que l'entreprise attend de nous un professionnalisme tel que le salarié à côté qui est en CDI. Et c'est là que c'est compliqué, c'est qu'il faut la tenue professionnelle, le langage professionnel, il faut l'attitude, la rigueur, l'organisation, tout comme un professionnel dès le départ. Et puis à côté, il y a l'école, donc cette envie toujours d'être accompagné, d'être bichonné. Et puis à côté, il y a tout le travail que représente l'école, qu'il faut faire, même quand on est en entreprise, rentrer le soir, faire ses devoirs, ses TD, rendre ses projets. Donc c'est compliqué, ça demande beaucoup d'organisation. Ce que j'ai aimé, c'est que tout de suite, j'étais une professionnelle. Donc dès le 2e mois, le 3e mois de mon BTS, j'étais déjà une professionnelle. Et je pense que ça facilite les choses quelque part en entretien parce qu'on a une expérience professionnelle. On peut parler de quelque chose qu'on a pratiqué, de problématiques, on parlait tout à l'heure de problématiques clients, un moment où la théorie ne matche pas avec la pratique ou vice-versa. Et de la même manière, l'école permet aussi de faire remonter toutes ces choses qu'on voit en entreprise, qu'on ne voit pas spécifiquement à l'école. Si je peux parler de l'IAE pour la licence, de la même manière, on demande un certain professionnalisme et qu'il soit présent dès le départ. Je pense que pour ceux qui ont passé des entretiens pourront en témoigner. Et à côté de ça, on a un réel accompagnement. J'ai pu m'appuyer à plusieurs reprises sur la conseillère pédagogique, sur Madame Dufour qui n'est pas là, mais de réels appuis des professeurs qui sont des professionnels et qui tout simplement qui savent de quoi ils parlent. Donc quand on parle terrain, ils sont là pour nous répondre. Et les avantages, donc au-delà de l'appui, c'est aussi, je vous le rappelle, que ce sont des formations qui sont rémunérées. Pour les licences professionnelles, c'est accessible à Bac+2, donc il suffit que vous ayez validé vos 2 premières années de licence. Et ensuite, on a également des programmes en M2, notamment le master gestion de patrimoine. Vous avez fait la filière initiale, qui est une très belle formation aussi. Hein. Tout le monde n'est pas fait pour l'alternance. Donc encore une fois, interrogez-vous sur est-ce que je suis capable de passer de l'un à l'autre. Hein. C'est limite schizophrénique, cette expérience, parce qu'on vous demande à la fois d'être un bon professionnel et un bon étudiant, ou est-ce qu'au contraire, vous êtes plutôt sur une logique
j'apprends d'abord à l'université et ensuite je m'investis sur une mission longue et j'essaye autant que possible, autant que faire se peut, de transformer l'essai, ce qui s'est passé pour vous, Anthony, hein, puisque vous avez construit ce partenariat avec BNP Paribas. Alors oui, tout à fait. Moi, alors l'alternance à l'époque, enfin quand j'ai opté pour la formation initiale, c'était juste le tout départ pour la formation gestion de patrimoine. C'était vraiment les prémices, on va dire. Donc c'était vraiment la première promo test. Alors moi, je me suis dit, c'est ce que vous avez évoqué très justement, je me suis dit autant profiter de la vie étudiante jusqu'en mars et faire le stage de 6 mois après. Après, il y a d'autres de mes camarades qui ont effectivement préféré travailler puisqu'ils avaient effectivement peut-être des charges, des loyers, des choses comme ça à assumer, ce qui permettait d'avoir une rémunération. Et ce qui est tout à fait exact, c'est que l'alternance, aujourd'hui, on vous considère vraiment comme salarié. Voilà. Donc vous avez vraiment des responsabilités. On vous met vraiment des responsabilités. Je peux en témoigner puisqu'on a des personnes, nous, qui sont effectivement sur notre entité, qui sont alternants justement à l'IAE et qui finalement se fondent entre guillemets dans l'agence tout simplement et qui viennent en appui, c'est-à-dire qu'ils viennent soit assister à des entretiens, soit eux-mêmes qui sont proactifs, c'est-à-dire qu'on va demander des personnes vraiment qui sont motivées, c'est-à-dire que de manière générale, c'est pas nous qui allons vous dire ouais tu fais ci ou tu fais ça, c'est vraiment vous qui allez effectivement prendre part à l'agence, aux entretiens clients, à des analyses de prêts immobiliers, d'éléments de gestion d'actifs notamment. Et c'est cette partie-là qui est vraiment pertinente en faisant de l'alternance. Après, je ne pense pas qu'il y ait de formation qui soit mieux par rapport à une autre. Après, c'est vraiment en fonction des convictions de chacun. Le fait de faire de l'alternance, je trouve que ça permet de gagner encore davantage en maturité, puisque, comme ce qui a été dit précédemment, c'est vraiment faire cohabiter l'école plus l'entreprise et de finalement dire bah voilà, telle chose je l'ai vue en entreprise et telle chose je l'ai vue à l'école, et après ça permet de compléter finalement les éléments et peut-être de mettre en pratique de manière peut-être plus spontanée les connaissances qu'on aurait effectivement appris dans le cadre de l'université. Y a-t-il une autre question? Oui, au milieu. Bonjour, je voudrais poser une question par rapport au master finance, plutôt au niveau de l'embauche. Donc je voulais savoir comment le diplôme il est apprécié par les entreprises. Est-ce que vous avez subi la concurrence des écoles de commerce et par rapport à l'évolution de carrière, donc les perspectives? Alors c'est une question très intéressante puisqu'aujourd'hui, vous savez comme tout le monde que les IAE sont en concurrence avec les écoles de commerce. Alors ce qu'a dit Arnaud, et qui est super important je trouve, c'est alors il y a une plateforme qui s'appelle Link IAE Lyon qui permet effectivement de fédérer un petit peu les promotions en tout cas de l'IAE. Et aujourd'hui, pourquoi les écoles de commerce effectivement seront peut-être plus devant nous? Il n'y a pas de raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les écoles de commerce, elles sont devant parce qu'ils ont des réseaux. Ils ont des réseaux d'anciens, ils ont des réseaux d'entreprises, ce que l'IAE n'avait pas jusqu'à maintenant. Et là, depuis quelques années, à l'initiative de, je crois que c'était M. Rive, qui est donc le directeur de l'IAE, qui a effectivement créé cette plateforme-là qui permet de fédérer les étudiants. Là, effectivement, l'IAE est plus fort. Enfin, en tout cas, je trouve, puisque nous, on a effectivement l'avantage d'avoir vraiment des professionnels. Alors, je ne dis pas que les écoles de commerce en ont moins, mais en tout cas, on a vraiment des professionnels qui viennent. Et pour répondre à ta question par rapport à la concurrence, aujourd'hui, on a la chance, en tout cas pour ce qui est du club, donc je parle sous couvert d'une personne qui a fait le club, vraiment, on a des entreprises qui viennent se déplacer directement sur le campus pour faire passer des entretiens de motivation. C'est-à-dire qu'on a BNP Paribas, le LCL et AXA, en tout cas pour l'année effectivement où j'avais été diplômé, qui sont vraiment venus se déplacer. Alors rien ne vous empêche après de faire des candidatures auprès de HSBC ou auprès d'autres organismes, mais ils sont vraiment venus sur place. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une volonté, et du fait aussi du partenariat qu'a le club avec BNP Paribas, mais il y a aussi des relations qui se font avec le LCL, le Crédit Agricole Société Générale, qui sont d'autant plus importantes et qui permettent finalement de maintenir un petit peu un équilibre, et ce qui fait que chaque année, vous allez avoir des étudiants qui vont être recrutés directement sans être mis en concurrence avec d'autres écoles. C'est-à-dire que chaque année, le club, il y a par exemple 4 ou 5 personnes qui partent BNP Paribas, 4 ou 5 qui partent à la Société Générale, 4 ou 5 qui partent au LCL.
Alors, ce n'est pas des quotas qui sont indivisibles, mais en tout cas, ils viennent directement. Alors, je sais qu'on est pas mal en concurrence, enfin, en tout cas pour ce qui est du gestion de patrimoine avec l'IAE de Clermont, qui est effectivement une très bonne formation également. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que des écoles de commerce comme l'EM Lyon, puisque c'est nos voisins de la circonscription, là, ils vont avoir des formations qui vont être plus finance générale que des formations en gestion de patrimoine. Alors, je parle pour tout ce qui est, notamment, je pense au contrôle de gestion, je pense à... Ouais. Enfin, nous, c'est pareil, on n'est pas trop... Enfin, j'ai pas vraiment senti de concurrence avec EM Lyon ou les écoles de commerce. Enfin, sur le contrôle de gestion, c'est pas... Parce qu'en fait, il y avait des formations peut-être beaucoup plus spécifiques, c'est-à-dire que l'IAE a l'avantage d'avoir des formations vraiment très pointues, alors que quand vous allez à l'EM Lyon, c'est un master, enfin, c'est général, quoi. Après, vous choisissez peut-être des spécialités, mais c'est beaucoup plus général. Alors que là, les personnes qui viennent effectivement recruter des étudiants à l'IAE, ils se disent qu'il y a une formation derrière qui est reconnue par les banques et par les principaux établissements financiers, que ce soit dans les RH, dans le contrôle de gestion ou dans la banque, et qui fait qu'aujourd'hui, l'IAE de Lyon est reconnue, en tout cas, dans nos activités et dans nos métiers. Après, en finance d'entreprise, on est en concurrence directe vraiment avec les grandes écoles de commerce, avec les ESC, Grenoble. On est en front line direct avec les écoles de commerce. Mais dans les entreprises, il y a beaucoup de monde de l'université. Il y en a des écoles, mais il y a des universités. Du coup, ça crée un espèce de réseau d'entraide contre les écoles. Et c'est là qu'on avance. On ne se bat pas forcément avec les mêmes armes. Il faut se montrer plus combatif, plus persuasif. Mais on y arrive. C'est difficile, hein, mais on y arrive. Je voudrais juste ajouter un petit bémol. Le réseau relations entreprises existe à l'IAE, fort heureusement, et au-delà du club, hein, on a un service relations entreprises, et nous, au sein du service emploi carrière alternance, je vous rappelle qu'on organise des forums de recrutement, stage, emploi, alternance. Donc profitez aussi de ces événements-là pour vous faire connaître auprès de ces entreprises. Soyez proactifs dans votre approche, c'est-à-dire que n'allez pas voir une entreprise présente en lui disant bah voilà, je recherche un stage. Okay, donc voilà, je suis étudiant dans tel domaine, mes principaux savoirs se situent à tel niveau, voilà ce que je sais faire, voilà ce que je peux vous apporter, et concrètement, ça pourrait se traduire par, lorsque vous êtes en approche forum, le réseau Linky IAE Lyon, et je remercie Anthony d'avoir pointé cette information-là, Linky IAE Lyon est le réseau social privé qui va vous permettre de faire vivre notre réseau d'anciens, et qui fait qu'effectivement tout ce qui existait promo par promo, parce qu'on a nos associations d'anciens, mais programme par programme, aujourd'hui on fédère autour de l'IAE Lyon. Donc gardez ça en tête, vous qui aujourd'hui êtes étudiant, demain vous serez diplômé, adhérez à cette association IAE Lyon Alumni et inscrivez-vous sur Link IAE Lyon à travers juste le transfert, la transposition de votre profil LinkedIn, hein, vous avez un clic à faire et vous alimentez votre profil. Donc faites-le vivre. Il repose sur vous aussi. Et je rebondis sur ce que vous dites, juste pour information, ce qui permet derrière, si les établissements financiers ont éventuellement des offres d'emploi à pourvoir, des CV à demander, des lettres de motivation, bien évidemment, les anciens de l'IAE, vous savez bien qu'ils vont bien évidemment privilégier les IAE. Ils ne vont pas privilégier effectivement quelqu'un de l'EMU, à moins qu'il ait après des connaissances particulières. Mais aujourd'hui, on a tout intérêt à promouvoir notre IAE plutôt que d'aller accepter quelqu'un qui effectivement viendrait d'une autre galaxie. Voilà. C'est vrai. Une autre question. Oui, Willy. Vous parlez d'ici. À partir de combien d'années l'école, le parcours n'est plus regardé dans les entretiens et les CV? Combien d'années d'expérience? En finance, c'est toujours un peu regardé quand même. C'est toujours. Même après 30 ans, quand on annonce une arrivée, on annonce quand même son école. Enfin, je sais que dans mon secteur, c'est comme ça que ça se passe. J'imagine qu'en gestion de patrimoine aussi, parce qu'il y a une compétence technique aussi à avoir. Oui, et puis je pense que de toute façon, en France, en général, on est quand même assez accroché à tout ce qui est diplôme, etc. Et que c'est une vraie reconnaissance derrière. Il y a l'expérience, mais quand même, le diplôme reste la base. Et moi, je sais qu'il y a certains métiers qui ne sont pas accessibles sans certains diplômes. Tout simplement. Émilie ? Oui, alors, moi, je suis d'accord, mais c'est vrai que dès que tu as eu une première expérience un peu significative, ne serait-ce qu'un stage de 6 mois, oui, le parcours, on le regarde parce qu'on fait quand même des métiers où on a besoin d'un
niveau de diplôme particulier. Mais moi, sur mes derniers entretiens, en tout cas, oui, on regarderait le parcours que j'avais fait, mais on passait quand même beaucoup plus de temps à voir ce que j'avais fait dans mes missions, etc. Dès qu'il y a eu une première mission, je trouve quand même assez significative, c'est là où ça prend le dessus, parce que c'est dans ce cadre-là que tu as montré un peu ta personnalité, comment tu réagissais face à des situations du quotidien. Ça sera toujours regardé, je pense, mais dès qu'il y a une première expérience, ça fait quand même vraiment la différence. D'où l'importance des stages, et c'est ce qui est bien à l'IAE, c'est qu'on a quand même des vrais longs stages. C'est vrai, c'est vrai. Il ne faut pas négliger la césure aussi, qui permet de faire encore plus de stages. Il y a des postes qui sont accessibles aux stagiaires, mais qui n'embauchent pas du tout, quoi. Donc on a accès à certains postes, à certaines fonctions, à certaines compétences en tant que stagiaire qui sont assez importantes et qui sont valorisables après pour une embauche. Nous, au service emploi carrière alternance, ce qu'on vous dira, c'est qu'effectivement, dès que vous avez une première expérience significative, au bout de, on va dire 2 ou 3 ans d'expérience professionnelle, après le diplôme, vous inversez votre présentation du CV, vous passez le diplôme qui sera toujours regardé, certes, mais vous le passez en seconde, voilà. Et lorsque vous avez un stage de 6 mois, et là je rejoins ce que disait Émilie, si c'est dans le champ de ce que vous recherchez en termes de projet professionnel, là aussi vous le basculez, vous n'attendez pas d'avoir vos 3 ans d'expérience. L'idée c'est que, on le sait, le recruteur il va passer quelques secondes sur votre CV, et les informations qu'il va regarder, il va les lire de haut en bas, il va lire votre prénom, votre nom, votre objectif. Qu'est-ce que vous recherchez concrètement? Donc, il doit savoir dans un encadré ce que vous êtes capable de lui apporter et ce que vous recherchez. Et ensuite, il va regarder de haut en bas le poste que vous occupez, l'entreprise. N'oubliez pas l'activité, parce qu'on ne fait pas la même chose quand on est contrôleur de gestion chez AK que quand on est contrôleur de gestion chez GL Evans, par exemple. Donc, n'oubliez pas l'activité de l'entreprise, qui n'est pas toujours connue. Et puis, détaillez bien vos missions, détaillez bien vos compétences. Et dans votre diplôme, n'oubliez pas aussi de ne pas mettre d'acronyme, c'est-à-dire le master EMPMO, il a une signification qui n'est pas obligatoirement parlante pour le recruteur, donc expliquez bien qu'il s'agit du master management des petites et moyennes organisations, à titre d'exemple, etc., etc. Et pour en finir avec le CV, n'oubliez pas de parler de vos loisirs, parce qu'à compétences égales, à niveau de formation égal, le recruteur aura besoin de vous connaître. Il aura besoin de savoir quel type d'homme ou quel type de femme vous êtes. Est-ce que vous êtes impliqué dans la vie associative? Est-ce que vous êtes sportif? Est-ce que vous êtes passionné de quelque chose? Donc n'oubliez pas ces éléments qui sont importants pour le recruteur. Voilà, je referme la parenthèse sur le CV. Une autre question? Moi, j'en ai une. Quand on est étudiant en licence 3, qui est une licence plutôt généraliste, AES, et qu'on a envie de découvrir un métier ou de se spécialiser dans un domaine, quel conseil vous donneriez à cet étudiant pour qu'il candidate de manière optimum auprès d'un professionnel comme vous, par exemple? Quelles sont les informations dont vous auriez besoin sur sa candidature? Je pense que de toute façon, c'est assez général, mais contrairement à ce qu'on croit quand on fait ses études, c'est pas forcément le niveau des notes qui fait une grande différence. Ça va être lors d'un entretien l'envie, parce que finalement, si on cherche déjà ne serait-ce qu'un stagiaire, c'est quand même l'envie, c'est qu'est-ce qui va m'apporter pour que moi ensuite je lui redonne toutes les compétences, le savoir-faire, etc. Ça, c'est la première chose. Et puis après, tout va se découvrir dans présenter s'il y a déjà eu des expériences, etc. Mais c'est quand même ça l'essentiel. C'est-à-dire que, j'ai eu 18/20 en finance d'entreprise, ok, c'est bien, mais maintenant, on parle du travail, donc comment ça se passe? Et je pense que c'est comme ça la première chose qu'on regarde. Hein. D'ailleurs, ce qu'on constate, et c'est là où je reviens sur les écoles de commerce de tout à l'heure, c'est que ceux qui sortent d'école de commerce, en général, sont plus facilement aptes à travailler. Mais par contre, ceux qui sortent d'université sont plus capables face à l'imprévu. Il y a une capacité de travailler dans l'improvisation quand on sort de la faculté qui est plus grande que chez les écoles de commerce. Et ça, c'est de plus en plus regardé parce qu'on a de plus en plus de métiers qui sont en pleine mutation parce que réduction d'effectifs, changement de travail, etc., qui font qu'on a besoin d'être plus facilement changeant.
Et ça, c'est de plus en plus regardé. Et ce qui a fait une grande différence aussi dans les recrutements, c'est la curiosité. Et ça, c'est l'essentiel. C'est-à-dire être curieux, pas attendre et essayer d'aller chercher. Vous êtes formé à l'ouverture, hein, vous êtes formé à l'ouverture au monde, vous êtes formé au management et aux humanités. Et vous êtes surtout, et ça c'est une vraie force par rapport aux diplômés d'école de commerce, et n'ayez pas peur de le dire haut et fort, vous êtes formé à une prise de recul, notamment à travers le travail de mémoire que l'on vous demande en dernière année. Vous oubliez très souvent de valoriser ce travail qui est un travail conséquent, et on va à ce moment-là demander à nos diplômés de nous en parler un petit peu. Mais c'est un très très bel outil pour vous vendre et pour vous spécialiser dans un domaine. Est-ce que quelqu'un veut nous parler de son mémoire de fin d'études? Ce bon souvenir? Oui, c'est un bon souvenir. Moi, typiquement, ça m'a énormément servi en fait, de faire le mémoire, parce qu'au moment où je le faisais, j'étais à cheval sur 2 postes, en fait. Et notamment un poste où je prenais un peu de management d'équipe et où j'y connaissais franchement pas grand-chose. Et en fait, j'ai profité de faire mon mémoire pour essayer de me renseigner un peu, approfondir mes connaissances, etc. Donc, moi, j'ai bien aimé faire mon mémoire, en fait, ce qui est bizarre un peu, mais ça prend beaucoup de temps, ça se fait en parallèle du stage, donc il faut quand même tout gérer en même temps. Mais je trouve vraiment que c'est une occasion super pour approfondir des sujets sur lesquels on n'est pas forcément à l'aise. Enfin, moi, j'avais vraiment trouvé que c'était finalement quelque chose de bien, alors que ça me faisait un peu peur, en fait. Mais au final, c'était positif, parce que ça m'a aidé au quotidien dans mon stage et du coup dans ma mission d'après, qui n'était plus un stage. Mais... Donc finalement, c'est pas qu'une contrainte, en fait. C'est bien, c'est bien. Ninon, vous avez aussi un mémoire à réaliser en licence pro? Oui, alors je me suis fait prendre par le piège de l'alternance et de la super organisation que je n'avais pas. Je retire ma question. Mais le mémoire, ça m'a permis de savoir, comme disait Arnaud, que je suis apte au stress test, je vais y arriver, et que du coup, oui, en université, on a la faculté d'agir même en dernière minute, puisque je l'ai présenté et du coup, je l'ai eu bien haut la main, malgré qu'il avait été fait en dernière minute. Donc la méthodologie était bonne à l'IAE, et même sur les 3 derniers mois, parce que finalement, je l'ai fait sur 3 mois, j'ai pu réagir, écrire et le présenter. Donc c'est quelque chose de conséquent. En effet, ça demande du recul. Et même si je l'ai fait entre guillemets à la dernière minute, du coup, ça m'a demandé de la réactivité. Et réactivité, réflexion, recherche, qui m'a servi, qui me sert encore aujourd'hui au quotidien. Ouais, ça m'étonne pas. Très bien. Une dernière question? Non, je vais demander à nos témoins de bien vouloir conclure en quelques mots. Alors, qui attaque? Ninon, vous avez le micro. Vilaine. Eh ben, merci à tous. Un dernier mot. Que ce soit licence pro, master 1 ou master 2, quand vous faites vos choix, allez jusqu'au bout. Il n'y a rien de mauvais à valider un diplôme, il n'y a rien de mauvais à valider une année, il n'y a rien de mauvais à aller plus loin. Le tout, c'est de savoir après le mettre en perspective et le mettre en valeur face à un employeur, face à soi-même aussi. Et voilà, aller jusqu'au bout. Merci. Vive l'IAE. Merci. Anthony? Ouais, alors moi, si j'avais un conseil à vous donner, alors j'ai entendu qu'il y avait pas mal, je me répète, je radote pas encore, mais pas mal de gens en licence. Alors réfléchissez bien aux stages que vous allez faire en fin d'année, parce que je trouve que c'est des stages qui vont conditionner derrière les admissions en master. Je pense notamment au master gestion de patrimoine, où ils sont très regardants sur l'aspect commercial, alors ce qui n'est peut-être pas le cas dans d'autres masters, mais en tout cas, pour ce qui est de gestion de patrimoine, quand je dis gestion de patrimoine, c'est gestion de patrimoine plus banque et patrimoine, ils sont assez regardants, Monsieur Cartier en l'occurrence, pour ne citer que lui, est assez regardant sur l'expression orale, sur le fait de se sentir bien devant quelqu'un, d'être à l'aise à l'oral, de parler sans trop de complications. Donc il regarde pas mal ça, les notes, comme disait Arnaud, c'est bon, pas secondaire, mais on y regarde bien évidemment. Mais basez-vous par rapport à
à ça pour avoir votre choix de master derrière qui soit beaucoup plus facile. C'est-à-dire que vous n'allez pas effectivement faire des stages dans un domaine d'activité qui serait complètement lointain de ce que vous ferez après. Surtout que là, en plus, ce sont des stages obligatoires. Après, quand c'est des emplois d'été, des activités saisonnières, c'est différent parce que c'est pour vous faire de l'argent ou pour découvrir d'autres secteurs ou pour une ouverture d'esprit. Donc, c'est complètement différent. Mais aujourd'hui, réfléchissez bien au stage parce que après, ça restera sur votre CV. Voilà. Donc, réfléchissez bien par rapport à ça. Pour revenir au CV, ce qui marche pas mal, c'est de mettre des logos d'entreprise sur les CV. Voilà. Après, c'est des petites astuces. Après, en tout cas, quand j'étais embauché chez BNP Paribas, on m'a souvent dit que les personnes qui ne mettaient pas leur photo, parce qu'il y a un débat, est-ce qu'on met la photo ou est-ce qu'on ne met pas la photo sur le CV? Moi, je vous conseille de la mettre, parce que de manière générale, on considère que les personnes qui ne mettent pas leur photo sur le CV, c'est des personnes qui n'ont peut-être pas forcément super confiance en eux. Alors après, effectivement, il y a des gens qui n'aiment pas leur tête ou qui se disent avec les lunettes, ou alors ce jour-là, j'étais pas en forme. Enfin, mais voilà, essayez de mettre ces éléments-là, une photo, essayer de mettre des logos d'entreprise, parce que ça saute peut-être beaucoup plus aux yeux. Moi, c'est ce que j'ai fait, mais j'ai mis des petits drapeaux, voilà, en français, anglais, italien. Bon, après, c'est des petits détails. Tant que c'est français, anglais, italien, ça va. Mais c'est des petits détails qui, au lieu de lire anglais, lui écrit parler, italien, lui écrit parler, et français, langue maternelle, ils voient français, anglais, italien. Et après, ça leur donne envie peut-être de vous rencontrer pour avoir plus d'infos ou d'aller un peu plus en approfondissement. Voilà, donc je vous souhaite une excellente continuation à tous, bon vent et puis bon courage dans vos recherches de stage et dans vos futurs projets universitaires. Merci Anthony. Juste encore une fois sur la photo, nous ce qu'on dit c'est qu'il faut qu'elle vous mette en valeur. C'est-à-dire que d'abord il faut qu'elle soit professionnelle. N'allez pas nous mettre une photo d'un mariage parce que vous êtes en costume. C'est hyper important ce qu'on vous dit. On voit de tout en recrutement. Donc donnez envie. Voilà, c'est pas une photo de passeport où on n'a pas le droit de sourire. Et il faut que vous donniez envie parce qu'effectivement, c'est la première image que le recruteur aura de vous. Après, effectivement, on va pas rentrer dans le débat. Est-ce qu'on doit, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut pas. C'est un critère, clairement un critère discriminant. Mais le recruteur reste un homme ou une femme. Et c'est vrai que, comme le disait Anthony, on est sur une logique où on aime bien. On ne sait pas pourquoi. On aime bien savoir à quoi ressemble la bouille du monsieur qui nous envoie un CV. Ouais. Renseignez-vous quand même avant, parce que je sais qu'il y a certaines structures où dès qu'il y a une photo, le CV n'est pas regardé. C'est-à-dire que c'est mis dans les normes RH, comme quoi il y a une volonté de ne pas discriminer en fonction. Dans certains pays, notamment. Donc faites attention à ça. Enfin, un CV, c'est quoi? C'est un passe-droit pour avoir un entretien, ça sert juste à ça et rien de plus. Donc renseignez-vous pour faire en sorte que le CV soit adapté là où vous voulez aller. Donc si c'est pour faire un métier de commercial et qu'a priori la photo n'est pas discriminante, en ce cas-là, mettez la photo de la gueule de l'emploi, c'est tout. Il n'y a pas à aller au-delà. Maintenant, ce qu'il faut, c'est se renseigner si c'est pas aussi quelque chose qui peut barrer la route, le fait qu'il y ait une photo. Moi, j'ai rencontré des RH qui m'ont dit, s'il y a une photo, systématiquement, je jette à la poubelle. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est un débat, mais sans fin de toute façon, c'est histoire de photo. Donc l'idéal, c'est comme on parle depuis le début, c'est le réseau, c'est d'avoir l'information avant les autres et de savoir ce qui est attendu. Vous savez, c'est la pub pour le rasoir, là. C'est le mec qui se rase la tête avant de passer l'entretien. C'est le même principe. C'est clair, c'est clair. Un dernier conseil pour ceux qui veulent faire de la finance. On n'en a pas parlé, mais c'est le niveau en anglais. C'est un vrai critère de choix, le niveau en anglais. À la fac, on a souvent un niveau un peu plus faible qu'en école de commerce. Et beaucoup de cabinets d'entreprise ont un niveau très élevé en anglais. Donc, n'hésitez pas à faire des séjours à l'étranger, à avoir des cours particuliers en anglais. Mais c'est un vrai critère de choix, même un peu plus que les expériences passées ou que les loisirs. Donc, n'hésitez pas à passer le TOEIC, le TOEFL et autre chose. Oui, c'est juste, même en contrôle de gestion, c'est vraiment, j'en ai pas trop parlé, mais c'est vrai que c'est vraiment un plus énorme, et même pour arriver sur un poste qui est en français, moi par exemple où je travaille, je suis que sur la business unit France, je travaille qu'en français, mais c'est une entreprise qui est internationale. Le fait d'arriver et qu'ils voient qu'on parle anglais, ça veut dire que potentiellement on peut évoluer, que si jamais il y a un besoin un jour de communiquer avec quelqu'un qui est en Espagne, en Roumanie ou je ne sais trop où, si vous êtes capable de parler en anglais, ça fait une vraie différence, et vraiment je l'ai constaté en contrôle de gestion.
semblerait qu'on ne soit pas très nombreux à maîtriser l'anglais, en tout cas dans le cadre de notre travail. Et si vous pouvez avoir ce petit truc en plus, déjà pour vous, c'est assez sympa, je trouve. Et en plus, au moment de rechercher un emploi, pour moi, ça a vraiment fait la différence. Donc, au-delà de la technicité, etc., je trouve que vraiment, ça devrait être encore plus encouragé pendant nos études, parce qu'après, c'est vrai que c'est pas évident de s'y remettre, mais c'est clair. C'est le bon moment là. C'est vrai. Profitez encore une fois de ce qui vous est offert en termes d'opportunités à l'IAE Lyon. Hein. Il y a plus de 140 partenariats partout dans le monde avec des universités de prestige. Vous partez à l'étranger en échange sur un semestre ou deux à des coûts qui sont dérisoire. Donc profitez-en, c'est une très très belle opportunité et c'est clair que pour acquérir des compétences dans la langue, il n'y a rien de tel que l'immersion. Une dernière conclusion, Mathieu? Le seul conseil que je pourrais vous donner, c'est soyez flexible, soyez mobile. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise expérience. Chaque expérience, c'est quelque chose à en ressortir. Voilà. Le monde évolue, il faut évoluer avec lui. C'est une jolie conclusion, merci. Alors, avant de remercier chaleureusement nos lauréats, je voudrais vous rappeler que nous poursuivons nos témoignages de diplômés demain et après-demain. Demain, les métiers de l'international. Après-demain, les métiers de la logistique, la supply chain, les achats, les systèmes d'information, le lean management. Donc, encore des métiers nouveaux à découvrir pour certains d'entre vous. Lundi prochain, des tables rondes aussi animées par des professionnels. Vous retrouverez tout le détail sur l'INC-IAE Lyon pour vous y inscrire et sur le site institutionnel. Les métiers de l'humanitaire, la fonction publique, la recherche et l'enseignement, les métiers de la banque à nouveau, puisqu'on sait que c'est une voie qui vous intéresse, les métiers de la distribution. Le lendemain, mardi, toujours entre 11h30 et 14h, vous avez un speed coaching qui est proposé par les diplômés du DU Coaching en entreprise. Il vous accorde un entretien pour vous aider à vous interroger, à vous poser les bonnes questions pour vous accompagner dans votre orientation. Et enfin, le jeudi 12 mars, donc un forum que nous organisons, un forum entreprise, où on accueille une grosse vingtaine d'entreprises cette fois, avec tous les secteurs d'activité. La banque sera largement représentée, banque et assurance, mais aussi l'industrie, les sociétés de services. Donc, venez si vous êtes encore en recherche d'un stage ou d'une alternance pour l'année prochaine. Voilà. Je vous remercie plus que chaleureusement pour votre participation, pour le temps que vous nous accordez, parce que comme vous nous l'avez rappelé fort justement, vous êtes des professionnels. Vos témoignages sont précieux pour nous, précieux pour nos étudiants. J'espère qu'ils sauront l'apprécier. Et puis, j'espère à une prochaine fois. En tout cas, merci beaucoup. À bientôt.